Regardez attentivement le geste de la femme. Regardez attentivement. Asseyez-vous confortablement, car ce que vous allez découvrir dans cette vidéo va vous laisser sans voix. Le capitaine Ibrahim Traoré a décidé de recevoir, le 8 mars 2026, les femmes du Burkina Faso. Une célébration en l'honneur de la Journée internationale de la femme, un événement solennel, empreint de symboles forts, organisé pour rendre hommage à toutes ces femmes burkinabées qui portent chaque jour le poids de la nation sur leurs épaules. Mais parmi toutes ces femmes présentes ce jour-là, l'une d'entre elles a fait un geste qui a littéralement inondé la toile, un geste qui a provoqué des milliers de questions, des débats enflammés, des théories, des cris d'alarme à travers toute l'Afrique. Un geste qualifié de mystique, de mystérieux, d'inexplicable par bon nombre d'observateurs et de spiritualistes africains. En effet, au moment précis où le capitaine Ibrahim Traoré s'apprêtait à quitter la salle, à l'instant même où il passait devant la foule des invités, cette femme a légèrement quitté sa place, s'est légèrement déplacée et a bousculé, volontairement ou non, c'est toute la question, l'épaule du capitaine Ibrahim Traoré. Un simple contact, une fraction de seconde. Mais en Afrique, et particulièrement dans les cercles de la spiritualité traditionnelle, ce genre de geste ne passe jamais inaperçu. Ce genre de geste ne se fait jamais par hasard. En Afrique, on sait que certains comportements, certains contacts physiques discrets, certains effleurements calculés sont des comportements d'envoûtement, des techniques anciennes, transmises de génération en génération, utilisées pour affaiblir un homme fort, pour détourner sa destinée, pour briser son énergie de protection. Et ce n'est pas la première fois que l'on voit ce type de scénario se produire avec une figure africaine de grande envergure. Le cas qui revient immédiatement à l'esprit, le cas qui a traumatisé toute l'Afrique de l'Ouest, c'est celui du regretté D.J. Arafat. Oui, le roi du coupé décalé, l'idole de toute une génération, l'artiste ivoirien le plus célébré de sa génération. Lorsque D.J. Arafat s'est rendu au Mali, quelques années avant sa mort, les caméras ont filmé une scène troublante, une scène que beaucoup ont analysée, décortiquée, commentée pendant des années. Un vieux homme, dans la foule, s'est approché de D.J. Arafat et l'a touché avec l'épaule. Juste un contact, juste un effleurement, un geste banal en apparence pour un œil non averti. Mais pour les spiritualistes, pour les anciens, pour ceux qui connaissent les pratiques ésotériques africaines, ce geste était tout sauf anodin. Quelques mois plus tard, D.J. Arafat est mort dans des circonstances tragiques, lors d'un accident de moto qui a plongé toute l'Afrique dans le deuil. Coïncidence? Beaucoup refusent de le croire. Beaucoup ont établi un lien direct entre ce contact mystérieux au Mali et la mort prématurée de cet artiste au sommet de sa gloire. Et aujourd'hui, c'est exactement ce même schéma, ce même scénario troublant, qui semble s'être reproduit avec le capitaine Ibrahim Traoré, le 8 mars 2026, lors de cette cérémonie qui devait être un moment de joie, de fraternité, de célébration des femmes du Burkina Faso. Elle a quitté légèrement sa position, elle s'est avancée, et elle a touché avec son épaule l'épaule du capitaine Ibrahim Traoré. Les images ont été captées, les caméras étaient là, et depuis que ces images ont circulé sur les réseaux sociaux, depuis que les internautes africains ont visionné et revisionné cette séquence au ralenti, la toile s'est embrasée. Les commentaires se comptent par milliers, les partages par dizaines de milliers, les questions fusent de parfois de partout. Qui est cette femme? Agissait-elle seule? Était-elle mandatée par quelqu'un? Quelles étaient ses véritables intentions en s'approchant ainsi du chef de l'État burkinabé? Les internautes n'ont pas attendu longtemps pour réagir. Beaucoup ont immédiatement établi le parallèle avec D.J. Arafat. Beaucoup ont alerté, ont tiré la sonnette d'alarme. Et une grande partie de l'opinion publique africaine, notamment les nationalistes panafricains, les soutiens du capitaine Traoré, les membres de la diaspora burkinabé, réclament désormais à corps et à cri que des investigations sérieuses soient ouvertes. Ils exigent que s'amnige que cette femme soit identifiée, que ses antécédents soient vérifiés, que ses liens éventuels avec des puissances étrangères ou avec des réseaux hostiles au projet souverainiste du Burkina Faso soient examinés à la loupe. Car il faut comprendre le contexte dans lequel évolue aujourd'hui le capitaine Ibrahim Traoré. Ce jeune officier, arrivé au pouvoir en septembre 2022, est devenu en très peu de temps l'une des figures les plus emblématiques et les plus controversées du continent africain. Il incarne pour des millions d'Africains l'espoir d'une nouvelle ère, celle d'une Afrique debout, souveraine, libre de toute ingérence extérieure. Il a osé ce que peu oser, rompre avec la France, expulser l'ambassadeur français, chasser les forces militaires étrangères, se tourner vers de nouveaux partenaires, revendiquer haut et fort la dignité du peuple burkinabé. Il a dit non là où d'autres disaient oui. Il a tenu tête là où d'autres courbèrent l'échine. Et c'est précisément pour cela qu'il a des ennemis nombreux, puissants, organisés, des ennemis qui n'ont pas les mêmes méthodes que lui, des ennemis qui ne se battent pas avec des armes conventionnelles, des ennemis qui utilisent d'autres arsenaux, d'autres stratégies, d'autres formes de combat, la guerre invisible, la guerre de l'ombre, la guerre mystique. En Afrique, personne ne peut balayer cela d'un revers de main. Aucun Africain sérieux, aucun Africain qui connaît l'histoire profonde du continent ne peut se permettre de rire de ces pratiques
et de les qualifier de superstitions archaïques. Ces pratiques existent, elles sont réelles, elles ont été documentées, elles ont fait des victimes. Et les hommes de pouvoir, en Afrique, ont toujours été les cibles privilégiées de ces formes d'agression spirituelle. Combien de leaders africains sont tombés mystérieusement? Combien d'hommes forts ont vu leur santé décliner subitement? Combien de dirigeants au sommet de leur puissance ont commencé à prendre des décisions étranges, incohérentes, comme si quelque chose en eux avait changé, comme si une force extérieure guidait désormais leurs pensées et leurs actes? Les anciens le savent, les marabouts le savent, les gardiens des traditions le savent, et aujourd'hui, c'est le peuple africain dans son ensemble qui commence à le comprendre, à l'exprimer publiquement, sans complexe, sans honte. Le geste de cette femme le 8 mars 2026 ne peut donc pas être analysé en dehors de ce contexte. Il ne peut pas être réduit à un simple accident, à une bousculade maladroite, à un manque de coordination dans la gestion de la foule. Non, les images parlent d'elles-mêmes, le mouvement était précis, le contact était ciblé, et le timing, au moment exact où le capitaine Traoré quittait la salle, était parfait. Les partisans du capitaine, les veilleurs de la révolution burkinabé, demandent maintenant que les services de sécurité de l'État prennent cette affaire au sérieux. Ils demandent que des enquêtes soient diligentées. Ils demandent que l'identité de cette femme soit établie avec certitude, que son parcours soit retracé, que ses fréquentations soient examinées. Et si les conclusions de ces investigations révèlent effectivement qu'il s'agissait d'un acte délibéré, alors les responsabilités devront être établies et des mesures prises. Parce que protéger le capitaine Ibrahim Traoré, c'est protéger l'avenir du Burkina Faso, c'est protéger le rêve d'une Afrique souveraine, c'est protéger des millions de personnes qui ont mis leur espoir dans cet homme, dans ce projet, dans cette vision d'un continent africain enfin maître de son destin. L'Afrique a perdu trop de ses fils trop tôt. L'Afrique a pleuré trop de ses leaders disparus dans des circonstances jamais vraiment élucidées. L'Afrique a vu trop de révolutions avortées, trop d'étoiles filantes, trop de flammes éteintes avant d'avoir pu brûler pleinement. Le souvenir de Thomas Sankara hante encore les rues de Ouagadougou. Et c'est justement parce que la mémoire de ces hommes est vivante, justement parce que leurs sacrifices n'ont pas été oubliés, que les Africains d'aujourd'hui sont en alerte maximale. Ils regardent, ils observent, ils documentent, ils analysent. Et ils parlent fort, sur les réseaux sociaux, dans les quartiers, dans les marchés, dans les universités. Parce qu'ils ont compris que la vigilance est la première arme de la souveraineté. Parce qu'ils savent que les ennemis de l'Afrique ne dorment pas. Parce qu'ils savent que le combat pour la liberté n'est jamais simple, jamais linéaire, jamais sans embûche. Alors en attendant les résultats des investigations réclamées par les internautes, en attendant que la vérité éclate au grand jour sur ce geste du 8 mars 2026, une seule chose est certaine, l'Afrique a les yeux grands ouverts. Et cette fois-ci, elle ne se laissera pas surprendre. Restez vigilants, partagez cette vidéo et surtout continuez à surveiller, à analyser, à réfléchir, car l'histoire de l'Afrique s'écrit maintenant. Et nous en sommes tous les autres. Et la question que tout le monde se pose maintenant, la question qui brûle les lèvres de millions d'Africains depuis que ces images ont commencé à circuler massivement sur la toile, c'est celle-ci. Qui est vraiment cette femme? D'où vient-elle? Qui l'a envoyée? Et surtout, agissait-elle seule ou était-elle le simple maillon visible d'une chaîne beaucoup plus longue, beaucoup plus organisée, beaucoup plus dangereuse? Parce que voilà ce qu'il faut comprendre. Dans le monde de la guerre invisible, dans le monde des opérations ésotériques menées contre les hommes de pouvoir, on n'envoie jamais quelqu'un sans préparation. On ne laisse jamais rien au hasard. Chaque détail est calculé, chaque étape est planifiée. Le choix de la personne qui va exécuter le geste, le choix du moment, le choix de l'endroit, tout cela obéit à une logique précise, à un protocole rigoureux, à des règles établies par ceux qui maîtrisent ces pratiques depuis des générations. Et ce qui frappe dans les images du 8 mars 2026, ce qui saute aux yeux de tous ceux qui ont pris le temps de les analyser sérieusement, c'est justement cette précision. Ce n'était pas un geste de panique, ce n'était pas un geste de désordre, c'était un geste maîtrisé, calculé, exécuté avec un sang-froid qui lui-même pose des questions. Certains observateurs africains, notamment des personnalités spirituelles reconnues au Burkina Faso, au Mali, en Côte d'Ivoire et au Sénégal, ont commencé à prendre la parole publiquement pour commenter cet événement. Et leurs analyses convergent toutes vers la même conclusion. Le type de contact décrit dans ces images, un effleurement d'épaule contre épaule, dans un sens précis, au moment où la cible est en mouvement, au moment où son énergie de vigilance est naturellement baissée parce qu'elle s'apprête à partir, correspond point par point à ce que les spécialistes des pratiques traditionnelles appellent une transmission par contact, une technique qui consiste à faire passer, par le simple toucher, une charge énergétique négative, un lien invisible, une empreinte spirituelle sur la personne ciblée. Certains appellent cela un nœud, d'autres appellent cela une attache, d'autres encore parlent d'une encre posée sur l'aura de la victime. Et dans la tradition spirituelle africaine, cette encre peut avoir des effets variés. Elle peut provoquer une fatigue inexplicable, une confusion mentale progressive, une perte de discernement dans les prises de décision. Elle peut affaiblir l'instinct de protection naturelle de l'individu, le rendre vulnérable là où il était autrefois intouchable. Elle peut briser les liens invisibles qui unissent un leader à son peuple, créer une distance spirituelle entre lui et ses soutiens, isoler progressivement son énergie jusqu'à ce qu'il se retrouve
sans même s'en rendre compte, dans un état de faiblesse profonde. Voilà pourquoi les internautes africains ne prennent pas cette affaire à la légère. Voilà pourquoi des milliers de personnes ont immédiatement réagi en demandant des investigations, parce qu'ils connaissent ces mécanismes, parce que leurs grands-parents leur ont parlé de ces pratiques, parce que l'histoire récente de l'Afrique leur a fourni suffisamment d'exemples concrets pour ne plus pouvoir fermer les yeux. Revenons un instant sur le cas de DJ Arafat, parce qu'il mérite qu'on s'y attarde davantage. Quand les images de ce vieux homme touchant DJ Arafat avec son épaule au Mali ont commencé à circuler après la mort de l'artiste, beaucoup de gens ont dit « c'est une coïncidence, c'est une interprétation rétroactive ». On cherche des explications mystiques à quelque chose qui n'était qu'un accident de moto tragique. Mais voilà ce que ces sceptiques oublient systématiquement. Ils oublient que DJ Arafat lui-même, dans ses derniers mois de vie, avait témoigné publiquement d'un malaise profond, d'une sensation de ne plus être lui-même, d'une fatigue spirituelle qu'il n'arrivait pas à expliquer. Son entourage proche avait remarqué des changements dans son comportement, des proches avaient alerté, des marabouts avaient été consultés, mais il était peut-être déjà trop tard. Et c'est exactement pour éviter que ce scénario ne se répète, c'est exactement pour ne pas revivre ce deuil collectif dévastateur, que l'Afrique entière crie aujourd'hui, protéger le capitaine Ibrahim Traoré, protéger cet homme, protéger ce symbole, parce que ce qu'il représente dépasse sa propre personne. Ce qu'il incarne transcende les frontières du Burkina Faso. Il est devenu, que cela plaise ou non, un phare pour toute une génération d'Africains qui refusent la domination, qui refusent la soumission, qui refusent de continuer à vivre à genoux pendant que d'autres pillent leurs ressources et dictent leur avenir. Il faut aussi parler de la dimension géopolitique de cette affaire, parce qu'on ne peut pas comprendre pleinement ce qui se joue autour du capitaine Traoré sans prendre en compte le contexte international dans lequel le Burkina Faso évolue depuis 2022. Depuis que Traoré a pris le pouvoir, depuis qu'il a commencé à mettre en œuvre son agenda souverainiste, les pressions extérieures sur son régime n'ont jamais cessé. Pression diplomatique, pression économique, tentative de déstabilisation, campagne de désinformation dans les médias occidentaux, soutien discret à des groupes d'opposition, tout cela est documenté, tout cela est connu. Et dans ce contexte de guerre hybride, de guerre multidimensionnelle menée contre le Burkina Faso, est-il vraiment si inconcevable que certaines puissances aient recours à des méthodes non conventionnelles? Est-il vraiment si absurde de penser que des adversaires déterminés, ayant épuisé certaines options conventionnelles, se tournent vers d'autres formes d'action pour atteindre leurs objectifs? L'histoire de l'Afrique coloniale et postcoloniale regorge d'exemples où les forces d'occupation et d'ingérence ont utilisé des relais locaux pour accomplir ce qu'elles ne pouvaient pas faire ouvertement. Et parmi ces relais locaux, certains opèrent dans le domaine spirituel. Ce n'est pas une théorie complotiste, c'est une réalité documentée, une réalité que les historiens sérieux, les anthropologues, les chercheurs en sciences politiques africaines reconnaissent pleinement. La guerre contre les leaders africains souverainistes n'est jamais unidimensionnelle. Elle se mène sur tous les fronts, le front militaire, le front économique, le front médiatique et le front spirituel. Alors que doivent faire maintenant les autorités burkinabées face à cette situation? Que doivent faire les proches du capitaine Traoré? Que doit faire son service de sécurité rapproché? Plusieurs réponses s'imposent avec urgence. La première réponse, c'est l'identification formelle et définitive de cette femme. Son identité doit être établie sans ambiguïté. Son parcours, ses affiliations, ses voyages, ses contacts, ses communications doivent être examinés avec la plus grande rigueur. Aucune piste ne doit être négligée. La deuxième réponse, c'est le renforcement immédiat des protocoles de sécurité lors des cérémonies officielles. Aucune personne non vérifiée ne devrait pouvoir se trouver à proximité physique du chef de l'État. Les distances de sécurité doivent être respectées avec une rigueur absolue. Les agents de sécurité doivent être formés à détecter non seulement les menaces physiques conventionnelles, mais aussi les comportements suspects, les gestes inhabituels, les approches non autorisées. La troisième réponse, et celle-ci est peut-être la plus délicate à évoquer publiquement, c'est la protection spirituelle. Dans la tradition africaine, les hommes de pouvoir ont toujours été entourés de protection spirituelle. Les griots, les marabouts, les gardiens des fétiches royaux, les prêtres des cultes traditionnels, tous avaient pour mission, entre autres, de maintenir autour du leader une barrière invisible contre les attaques ésotériques. Cette dimension ne doit pas être ignorée, ni méprisée, ni reléguée au rang de folklore. Elle doit être prise au sérieux, avec la même gravité que toutes les autres formes de protection. Parce qu'au fond, ce dont il est question ici, c'est de la survie d'un projet de souveraineté, d'un projet de dignité, d'un projet d'avenir pour des millions d'Africains qui n'ont plus rien à perdre et qui ont tout à gagner dans la réussite de la révolution burkinabé. Ces millions de personnes regardent, ces millions de personnes prient, ces millions de personnes espèrent, et ils espèrent que cette fois-ci, l'histoire sera différente. Ils espèrent que cette fois-ci, le leader africain ne tombera pas. Ils espèrent que cette fois-ci, la flamme ne s'éteindra pas avant d'avoir illuminé tout le continent. Le capitaine Ibrahim Traoré doit savoir que son peuple est derrière lui, que l'Afrique est derrière lui, que tous ceux qui croient dans la dignité africaine, tous ceux qui refusent la fatalité du sous-développement, tous ceux qui rêvent d'un continent libre et puissant, sont debout et veillent avec lui. Continuez à partager ces informations, continuez à alerter, continuez à vous informer et à informer votre entourage, parce que la conscience collective est la meilleure protection qui soit.
et l'Afrique éveillée est une Afrique invincible. C'est déjà que les enjeux dépassent largement ce que l'œil non averti peut percevoir dans ces quelques secondes d'image. Et dans cette dernière partie, nous allons aller encore plus loin. Nous allons parler de ce que personne n'ose encore dire clairement. Nous allons nommer les choses. Nous allons regarder la réalité en face, sans détour, sans filtre, sans complaisance. Parce que l'Afrique n'a plus le luxe de tergiverser. L'Afrique n'a plus le temps de tourner autour du pot. Chaque jour qui passe sans que la vérité soit dite est un jour de gagné pour ceux qui veulent voir échouer la révolution burkinabé. Et nous ne leur ferons pas ce cadeau. Commençons par quelque chose d'essentiel que beaucoup ont omis de souligner dans leurs analyses. Le 8 mars n'était pas une date choisie au hasard. La Journée internationale de la femme est l'une des cérémonies les plus chargées symboliquement dans le calendrier d'un chef d'État africain. C'est un moment de visibilité maximale, un moment où les caméras sont nombreuses, où la foule est dense, où la tension sécuritaire est naturellement répartie sur une multitude de points simultanément. C'est précisément dans ce type de contexte, dans ce type d'environnement saturé d'activités et d'émotions, que les professionnels de la déstabilisation choisissent d'agir. Pas dans les moments calmes, pas dans les moments où la vigilance est à son pic. Non, dans les moments de fête, dans les moments de célébration, dans les moments où le chef d'État est détendu, souriant, ouvert, accessible. C'est là que la faille se crée, c'est là que l'ennemi s'engouffre. Et maintenant posons-nous une question fondamentale que peu de médias ont eu le courage de poser directement. Cette femme, qui était-elle parmi les invités? Comment a-t-elle obtenu son accréditation pour être aussi proche du capitaine Ibrahim Traoré lors de cette cérémonie? Qui a validé sa présence dans ce périmètre de sécurité rapproché? Ces questions ne sont pas anodines. Ces questions sont au cœur même de l'enquête que réclament les internautes. Parce que dans les cérémonies présidentielles, on ne s'approche pas du chef d'État comme on entre dans un marché public. Il y a des filtres, il y a des vérifications, il y a des listes, il y a des badges, il y a des agents de sécurité postés à chaque étape du protocole. Alors comment cette femme a-t-elle réussi à se retrouver à cette distance? Soit il y a eu une faille sécuritaire grave, une négligence inexcusable dans la chaîne de contrôle. Soit, et c'est l'hypothèse qui inquiète le plus, elle avait des complicités internes, des gens qui ont facilité son accès, des gens qui ont fermé les yeux volontairement, des gens qui étaient au courant de ce qui allait se passer et qui ont laissé faire. Si cette deuxième hypothèse s'avère exacte, alors nous ne sommes plus simplement face à un incident isolé. Nous sommes face à une opération concertée, planifiée de l'intérieur, avec des ramifications qui remontent peut-être très haut dans les cercles du pouvoir et des réseaux d'influence qui gravitent autour du Burkina Faso. Et c'est là que la situation devient véritablement alarmante. Parce que l'ennemi extérieur, on peut le voir venir, on peut s'en protéger, on peut ériger des barrières, renforcer les frontières, expulser les ambassadeurs, chasser les soldats étrangers. Tout cela, le capitaine Traoré l'a fait avec une détermination remarquable. Mais l'ennemi intérieur, lui, est invisible. Il mange avec vous, il vous salue chaque matin, il assiste à vos réunions, il connaît vos habitudes, vos déplacements, vos failles. Et c'est lui le plus dangereux. C'est lui qui a fait tomber Thomas Sankara. C'est lui qui a fait tomber Muammar Kadhafi. C'est lui qui a trahi Patrice Lumumba. À chaque fois dans l'histoire africaine, quand un leader fort a été abattu, il y avait un traître dans la maison. Voilà pourquoi cette affaire du 8 mars 2026 doit être traitée avec une extrême gravité. Voilà pourquoi les investigations réclamées ne sont pas optionnelles. Elles sont absolument nécessaires. Elles sont une question de survie nationale. Maintenant parlons de l'élan populaire qui s'est créé autour de cette affaire. Parce que dans ce tableau sombre, dans ce tableau inquiétant, il y a une lumière. Et cette lumière, c'est le peuple africain lui-même. Jamais dans l'histoire récente du continent, on avait vu une mobilisation aussi spontanée, aussi massive, aussi transnationale autour de la protection d'un chef d'État africain. Des Burkinabés de la diaspora, en Europe, en Amérique du Nord, en Asie, ont relayé ces images. Des Maliens, des Sénégalais, des Guinéens, des Congolais, des Camerounais, des Ivoiriens, des Togolais, des Béninois, des Africains de tout le continent ont regardé ces images avec la même anxiété, avec la même colère, avec la même détermination à ne pas laisser tomber cet homme. Et cela dit quelque chose d'extraordinairement important sur l'état de conscience du peuple africain en ce moment. Cela dit que l'Afrique a changé, que la génération d'aujourd'hui n'est plus la génération passive, résignée, anesthésiée que certains espéraient te maintenir indéfiniment dans l'ignorance et l'impuissance. Cette génération est connectée, cette génération est informée, cette génération analyse, questionne, recoupe les informations, refuse les narratifs imposés de l'extérieur et construit sa propre lecture de l'histoire en temps réel. C'est une révolution silencieuse, mais profonde. Une révolution des consciences qui précède et prépare toutes les autres révolutions. Et le capitaine Ibrahim Traoré en est à la fois le produit et le symbole le plus puissant de ce moment historique. Il faut aussi parler de la responsabilité des médias africains dans cette affaire, parce que la manière dont cette information a circulé est elle-même révélatrice. Les grands médias traditionnels, les chaînes financées par des intérêts extérieurs, les journaux aux lignes éditoriales téléguidées depuis Paris ou Washington, ont soit ignoré cet événement, soit l'ont traité avec un mépris condescendant, en parlant de superstition, en ridiculisant ceux qui posaient des questions légitimes. Et ce faisant, ils ont une fois de plus prouvé leur déconnexion totale avec la réalité africaine,
avec la sensibilité africaine, avec la profondeur de la culture et de la spiritualité africaine. Ce sont les médias indépendants, ce sont les créateurs de contenu africains sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok, sur X. Ce sont les blogueurs, les journalistes citoyens, les activistes numériques qui ont porté cette information. Ce sont eux qui ont fait le travail que les médias dits sérieux refusaient de faire. Et des millions d'Africains les ont suivis, les ont écoutés, les ont partagés, parce qu'ils reconnaissent dans ces voix leur propre réalité. Parce qu'ils savent que ces voix parlent pour eux et pas pour des intérêts étrangers. C'est cela aussi la souveraineté. La souveraineté informationnelle, la capacité d'un peuple à produire son propre regard sur sa propre réalité, à raconter sa propre histoire avec ses propres mots, ses propres références, ses propres grilles de lecture. Et l'Afrique est en train de conquérir cette souveraineté-là, progressivement, tenacement, irréversiblement. Maintenant, avant de conclure cette vidéo, il y a un message que nous voulons adresser directement au capitaine Ibrahim Traoré. Un message qui vient du cœur de l'Afrique. Un message que portent des millions de voix qui n'ont pas de tribune mais qui ont une force collective incomparable. Capitaine, vous n'êtes pas seul. Vous ne l'avez jamais été. Depuis le premier jour où vous avez pris la parole pour dire que le Burkina Faso méritait mieux, depuis le premier jour où vous avez regardé votre peuple dans les yeux et promis de tout donner pour sa dignité, des millions d'Africains ont fait de votre combat leur combat. Ils veillent sur vous depuis leur village, depuis leurs appartements en diaspora, depuis leurs téléphones portables dans les banlieues d'Abidjan, de Dakar, de Bamako, de Lomé, de Douala, de Kinshasa. Ils prient pour vous dans les mosquées, dans les églises, dans les lieux sacrés de la tradition africaine. Ils vous portent dans leur cœur et dans leur foi. Mais cette affection, cette solidarité, cette protection spirituelle collective ne dispense pas de la vigilance. Au contraire, elle l'exige. Parce que ceux qui veulent votre chute savent qu'ils ne peuvent plus vous atteindre directement. Ils savent que le peuple burkinabé est un rempart. Ils savent que la conscience panafricaine est un bouclier. Alors ils cherchent des failles, ils cherchent des angles morts, ils cherchent des moments d'inattention. Le 8 mars 2026 a peut-être été l'une de ces tentatives. Et il ne doit pas y en avoir d'autres. Renforcez votre cercle de confiance. Examinez chaque personne qui vous approche avec la rigueur que commande votre mission. Entourez-vous non seulement de soldats compétents et d'experts qualifiés, mais aussi de gardiens de la tradition, de protecteurs spirituels, de ces hommes et femmes de sagesse qui connaissent les arcanes de la guerre invisible et qui savent comment y répondre.